Notre invité ce matin, Claude Barthelone, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'Assemblée nationale. Les sujets sont nombreux, donc nous allons évacuer tout de suite. Évacuer. Pas si vite que ça l'annonce du livre de Valérie Trierweiler, parce qu'au-delà du livre, de cette vie privée étalée, jetée en pâture au public, il y a dessous la mise en cause de la présidence de la République, non? Moi, je ne lirai pas ce bouquin. Vous ne le lirez pas? Non. Et tout ce qui relève de l'accompagnement de la politique d'une manière paparazzi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Donc, c'est pas paparazzi, ça. C'est une femme qui raconte sa vie pendant plusieurs années avec un homme qui est aujourd'hui président de la République. Vous connaissez une séparation qui se passe bien. Il y a 50% des couples aujourd'hui en région parisienne qui divorcent. Chacun a sa souffrance et sa petite histoire. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir écrire un bouquin. Donc, je ne le lirai pas. Et c'est une affaire privée pour moi. C'est indécent. C'est inélégant. C'est un choix personnel qu'elle a eu l'occasion de faire, mais... ça vous surprend? Franchement, je préfère ne pas commenter. Oui. Hein? Oui. À un moment donné, sur les grandes histoires d'amour, il faut aussi savoir trouver la bonne chute. Oui. Une histoire d'amour minée par la jalousie et le pouvoir. C'est pour ça que je vous le dis. Elle décrit quand même, dans les extraits que nous avons pu lire, elle décrit un homme, François Hollande, comment dirais-je, pas toujours très élégant non plus dans son comportement. Écoutez, vous étiez témoin de tout cela? Non. Bon. Vous non plus. C'est pour ça. Quand il y a une séparation, on sait bien que chacun essaye de faire bonne figure. Elle aurait dû attendre qu'il ne soit plus président? En tous les cas, j'en sais rien. C'est une affaire privée. Moi, je suis un responsable politique. Je ne travaille pas sur la politique paparazzi. Bon. Claude Barthelone. Deuxième information importante, les déclarations hier qui ont fait beaucoup de bruit de François Rebsamen. Oui, je vous vois acquiescer tout de suite. Vous les regrettez, ces déclarations? Bien sûr, c'est une faute. Pourquoi? Parce que d'abord, ça a masqué la qualité de la rentrée scolaire. J'étais avec le président de la République à Clichy-sous-Bois hier, au collège Louise Michel. Lorsque vous étiez avec lui, il savait d'ailleurs que François Rebsamen avait fait ces déclarations? Il l'a su, puisqu'à la fin, il a eu une réaction. Vous voyez bien qu'il était un peu agacé. Bon. La gauche a réussi une des plus belles rentrées scolaires, et on n'en a pas parlé. Et je vais vous dire une chose, moi, le vrai reproche que je fais à François Rebsamen, c'est quand on est ministre, on dénonce pas, on agit. S'il devait y avoir un problème sur un certain nombre de chômeurs qui posent des difficultés, c'est pas de dénoncer le travail d'un ministre, c'est de dire voilà le problème, voilà la solution que je propose. Et en plus, écoutez, il y a quand même quelque chose que François Rebsamen sait, comme chacun d'entre nous. Nous avons une augmentation de chômeurs. Il y a eu 500 000 chômeurs supplémentaires, hélas. Vous croyez vraiment que ce sont des gens qui viennent simplement s'inscrire pour essayer de frauder le système? Donc, il y a eu le pacte de responsabilité. Il y a la volonté du président de la République et de sa majorité de dire aujourd'hui, l'important c'est de remuscler nos entreprises. C'est de donner de la formation professionnelle aux salariés. C'est de renforcer le dialogue social pour sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui en termes de qualité de production, de capacité d'exportation et de montée en gamme de nos produits. Et c'est ça l'essentiel qui doit mobiliser la majorité. Une faute, c'est le mot que vous avez employé. Plus qu'une erreur, une faute, que doit-on faire? Eh bien, il l'a fait. Rebsamen a reconnu qu'il avait été trop loin ou que sa déclaration a dépassé sa pensée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous choque dans le fait de contrôler les chômeurs? Mais si vous voulez, c'est l'arbre et la forêt. Oui. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La forêt, c'est le nombre de chômeurs qui veulent travailler, qui attendent de l'État, qui attendent du patronat des actions pour que de nouveau les entreprises soient capables à la fois d'avoir les moyens d'investir. C'est ce qu'a proposé le président de la République, que met en œuvre le Premier ministre avec le pacte de responsabilité. Et l'on attend maintenant... Vous pensez qu'il donne l'impression qu'on ne pense qu'à sanctionner les chômeurs qui trichent et qu'on ne s'intéresse pas à ceux qui cherchent du travail? Je le redis amicalement à François Rebsamen, parce que c'est un responsable politique que j'aime bien, c'est un ami. Quand on est ministre, on ne dénonce pas. Ou sinon, d'un seul coup, on donne l'impression que tous les chômeurs sont des gens qui veulent truander.
Lorsque l'on est ministre, on dit voilà, aujourd'hui il y a un système où il y a quelques dérives, voilà comment nous allons les corriger. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Pôle emploi le fait. Dans de nombreux départements aujourd'hui, Pôle emploi est beaucoup plus attentif à l'ensemble des chômeurs individuellement pour savoir exactement comment ils peuvent les aider et, le cas échéant, les rappeler à la règle s'il y a des dérives. Mais franchement, aujourd'hui, dans le cadre de cette rentrée où les Français doutent, le véritable enjeu pour le gouvernement et pour sa majorité, c'est de dire nous sommes tous mobilisés autour d'un seul slogan, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Les Français qui vont plus que douter même. Mais bien entendu, mais regardez, plus que douter. Ils doutent tellement que dans les sondages qui montrent aujourd'hui une érosion de la cote de popularité. Une érosion, c'est plus qu'une érosion, c'est un gouffre. Une érosion. Oui, enfin, mais dans le même 16, temps, même les Français, lorsqu'on leur demande est-ce que l'opposition ferait mieux, ils sont encore plus nombreux à dire non. Bon, ils sont 61% à dire que l'opposition ne ferait pas mieux que le pouvoir en place. Nous avons une responsabilité encore plus forte quand nous sommes la majorité d'installer la stabilité et la confiance. Aujourd'hui, nous devrions tous dire voilà, nous réussissons la rentrée scolaire parce que tout commence par l'école. Nous allons permettre à nos entreprises de se remuscler parce qu'elles ont aujourd'hui un taux d'épargne et des marges trop faibles. Et puis, nous allons ensemble essayer de voir comment on peut améliorer la formation ou la qualification d'un certain nombre de chômeurs pour leur permettre de prétendre à un emploi lorsqu'ils n'avaient pas au départ la formation requise pour pouvoir l'occuper. Les rythmes scolaires. Que dites-vous aux maires qui vont jusqu'à cadenasser des écoles ou enlever les poignées des portes des écoles pour empêcher, pour ne pas permettre aux élèves d'aller en classe le mercredi? Nous sommes mercredi. C'est une faute politique et morale. Politique et morale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour préparer la jeunesse de demain, pour préparer notre avenir collectif, l'instruction, ça ne suffit pas. L'instruction, c'est le travail des enseignants formés. Et c'est ce que nous avons fait, cette majorité, pour permettre la qualité de cette rentrée scolaire. Mais c'est aussi l'éducation. Vous savez, lorsque vous êtes une famille qui avait des moyens, vous n'avez pas de problème, vous savez très bien ce qu'il faut faire à vos enfants le mercredi quand ils ont du temps libre, du violon, de la danse, du sport. Mais lorsque vous êtes enfant de pauvres, s'il n'y a pas la collectivité pour venir compléter le travail formidable de nos enseignants en termes d'instruction pour apprendre à écrire, à lire, s'il n'y a pas la société pour compléter par un acte d'éducation, qui est celui des parents bien entendu, mais aussi de toute la société, pour permettre qu'à côté de l'instruction, on donne à chacun le rayonnement de l'éducation, de la culture, de l'accès à toutes ces activités qui forment pour demain une femme et un homme, eh bien on passe à côté de ce que représente la préparation de l'avenir du pays. Donc les élus qui enlèvent les poignets, qui mettent des cadenas, sont en train d'une certaine manière d'affaiblir notre avenir. Quelle séquence, dites-moi, au Parti Socialiste? François Rebsamen sur les chômeurs, Emmanuel Macron sur le temps de travail, après François Hollande qui s'enflamme pour l'entreprise. Il est absurde de parler de cadeaux faits au patron, a dit François Hollande, Manuel Valls, mais François Hollande aurait peut-être pu dire la même chose. Mais il a raison. Il a raison. L'entreprise, c'est un bien commun. Donc, est-ce que vous approuvez toute cette séquence? Alors, attendez. Il faut faire la différence. Alors, différence avec quoi? Quelle différence faites-vous? D'abord, sur l'entreprise. Oui. Moi, ça ne me dérange pas de dire à nos entreprises que nous sommes fiers d'elles, à nos chefs d'entreprise, lorsqu'ils investissent, lorsqu'ils font de la recherche, lorsqu'ils respectent leurs salariés et le dialogue social. Mais bien entendu, écoutez, c'est Monsieur Pisani qui dit régulièrement, Pisani-Ferry, qui dit ce ne sont pas les États qui exportent, ce sont nos entreprises. Donc il faut qu'elles aient la capacité d'exporter, de produire les biens qui seront utiles, respectueux de l'environnement, qui seront utiles dans l'avenir à chacun d'entre nous. Et à tous. Donc, moi, vous savez, j'ai eu l'occasion, si vous revoyez les différents discours que je peux prononcer, c'est le discours que j'ai prononcé l'année dernière à Frangy. Oui. J'ai dit, il faut être capable de dire à nos entreprises que nous sommes fiers d'elles. Et Arnaud Montebourg était d'accord avec vous? Mais bien entendu, mais je pense qu'il l'est toujours. Écoutez, à La Rochelle, vous voyez, je vais vous dire une chose. Mes amis socialistes, pour la première fois, m'ont laissé bouche bée parce qu'il y avait une toute petite minorité
qui ont sifflé le Premier ministre lorsqu'il évoquait le rôle de l'entreprise. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a un besoin vital de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'épanouissement individuel, mais c'est aussi l'emploi, et on sait ce que ça peut représenter dans la vie de tout un chacun. Après, Emmanuel Macron. Oui. D'abord, je déteste les critiques qui ont pu être faites en direction d'Emmanuel Macron parce qu'il était banquier. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce délit de sale gueule? Moi, qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire, alors qu'il vient de la banque, je donne mon temps à une ambition collective et je m'intéresse à la politique. Mais c'est bien, au contraire, bienvenue au club. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment il va mettre son talent pour défendre la politique voulue par le président de la République et le Premier ministre. Et je lui dis, attention, il y a un certain nombre de phrases que l'on ne peut pas jeter comme ça. Les 35 heures, c'est la durée légale du temps de travail, et c'est une grande avancée. Oui, mais il dit, on peut autoriser les entreprises et les branches, dans le cadre d'accords majoritaires, à déroger aux règles du temps de travail et des rémunérations. Donc ça, vous êtes d'accord avec lui? Attendez, c'est la loi, moi. Je regrette trop souvent qu'il n'y ait pas assez de force pour le dialogue social dans notre pays. Donc si les syndicats sont d'accord, autant on pourrait travailler 36, 37, 38, ça existe d'ailleurs dans plusieurs entreprises. Il y a la durée légale du temps de travail. Qu'il puisse y avoir dans un certain nombre d'entreprises. Des aménagements. Parce qu'il y a une commande importante. Parce qu'il y a une survie de l'entreprise en jeu. Qu'il puisse y avoir un accord pour dire voilà les heures supplémentaires qu'on peut faire. Lui, là. Lorsqu'il y a le respect des salariés et du dialogue social. Mais lorsque s'il y a un dialogue social, vous dites oui. Mais c'est la loi. C'est la loi. Je le rappelle, les 35 heures, c'est la durée légale hebdomadaire du temps de travail. Bon. Donc du coup, vous voyez pourquoi je demande à chacun... Ça ne vous a pas choqué ce qu'a dit Emmanuel Macron? Mais ça m'a choqué, pourquoi? Parce que lorsque... ça vous a choqué quand même? Mais oui, parce que lorsque vous jetez quelque chose comme ça, c'est exactement le problème de la déclaration de Rebsamen. Ça enlève de la force à votre logique politique. Vous vous rendez compte cette rentrée? Avec 2 ministres qui sont débarqués, 3 qui sont débarqués, une qui est partie toute seule. Je dois vous dire que... Avec M. Macron qui fait ses déclarations, M. Rebsamen qui fait ses déclarations. Je dois vous dire que je rêvais d'une autre rentrée. Vous rêviez d'une autre rentrée, j'imagine. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais. Dans une période où nos compatriotes doutent de la force du pays, se posent des questions sur la construction européenne, sont inquiets devant la mondialisation. Si la majorité n'est pas capable d'installer par son comportement et ses déclarations la stabilité et la confiance, eh bien, nous affaiblissons le message que nous voulons porter. La légitimité du président de la République est atteinte, non? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quel que soit celui qui est ou celle qui est à l'Élysée, ce qui est surtout demandé par nos compatriotes, ce sont des résultats. Or, sur un certain nombre de sujets, malheureusement, dans le cadre de ce qu'est aujourd'hui l'économie moderne, dans le cadre du comportement européen, et notamment de l'Allemagne, nous voyons bien que les résultats sont plus lents à obtenir. Raison de plus, raison de plus. Vous savez, dans la politique, pour être populaire, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez beaucoup de moyens financiers, vous pouvez répondre tout de suite à l'attente. Lorsqu'il s'agit de reconstruire notre capacité de production, qui entre parenthèses est affaiblie depuis les années 90, eh bien il faut plus de temps. Et du coup, quand il y a besoin de plus de temps pour obtenir des résultats, l'attitude des responsables politiques doit être irréprochable. Il y a une autre politique possible, de gauche. Mais vous savez, c'est... Cette politique avancée par la gauche du Parti Socialiste... C'est là où le Parti Socialiste a une grande chance. C'est que jamais il n'y a eu aussi peu de différence. Vous voyez, moi c'est le privilège de l'âge. J'ai connu des débats politiques sanglants au Parti Socialiste. Quand il s'agissait de se poser la question de savoir s'il fallait sortir du SME ou pas. Sur la guerre en Irak. Au moment du Francfort de Bérégovoy. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de politique qui se confronte. Il y a l'idée de dire, voilà, dans l'effort qui doit être celui que l'on fait en direction des ménages ou des entreprises, quelle doit être la place du curseur. Il n'y a pas de politique lorsque le débat se résume à finalement 5 milliards, 5 à 10 milliards de différence entre les uns et les autres. Vous ne croyez pas à la volonté des frondeurs de tout bousculer, de renverser ce gouvernement, de provoquer une dissolution? Est-ce que vous croyez à une dissolution de l'Assemblée nationale? Non.
Non, pourquoi? Parce que c'est ce que je vous dis. Chez les socialistes aujourd'hui, il n'y a pas deux politiques. Donc ils il y ne a un voteront débat. pas contre les textes du gouvernement? Je n'y crois pas. Pas un seul instant. Parce qu'en plus, regardez, Oui. c'est ce que je dis. Moi, à la limite, Oui. il y aurait aujourd'hui une droite républicaine. Oui. En forme, avec un leader, un projet et une stratégie. On pourrait se dire, bon voilà, ils sont plus forts que nous, ils ont un projet. Mais aujourd'hui, à qui profiterait la crise? La droite, vous voyez bien qu'aujourd'hui, le seul paratonnerre qu'ils ont pour camoufler les Nicolas propositions... Sarkozy, qui va annoncer son retour, D'accord, probablement, mais dans c'est pas une quelques nouvelle. jours. Mais vous allez voir comment ça va se passer dans le cadre d'une primaire. Je n'ai pas l'impression que M. Juppé ait décidé de déposer les armes. J'ai l'impression que M. Fillon a décidé d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, une crise provoquée par la majorité de gauche ne profiterait qu'à une seule personne, à Mme Le Pen et à l'extrême droite. Donc vous êtes contre toute dissolution? Mais bien sûr. Aujourd'hui, ce ne serait pas une réponse politique, ce serait une aggravation de la crise. Et lorsqu'on est de gauche, lorsqu'on a la responsabilité du pays dans l'état où il est aujourd'hui, on ne peut pas être dans une posture qui aggraverait la crise économique et sociale sans apporter aucune réponse aux inquiétudes des Français. Il y aura des primaires à gauche pour 2017. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Moi, je vous réponds franchement, Oui, si le président de la République Oui. décide d'être candidat à sa propre succession, il ne pourra pas y avoir de primaire. Il n'y aura Je n'y pas crois de pas. primaire avec François Hollande. Mais je n'y crois pas. Écoutez, imaginons, regardez, Oui, dans oui, l'état oui, de oui. ce qui est dit dans la presse aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre qui décident, je suis sûr que ce n'est pas du tout l'état d'esprit de Manuel Oui. Valls, qui décident d'être candidat à la primaire. Vous voyez le pays dans l'état où nous sommes aujourd'hui, dans l'attente des réponses qui sont celles de la France, examinées Mais ou est-il en constatées. capacité aujourd'hui de se représenter en Il 2017? n'y a que lui qui prendra la décision. Ah oui, Et ça, c'est sûr. Mais Ça, attendez, ça, c'est mais certain. non seulement il prendra sa propre décision, mais il a annoncé la règle du jeu. Vous avez tous constaté et remarqué le discours qu'il a eu l'occasion de prononcer à Clermont-Ferrand, où il a dit, voilà, eh bien, à un moment donné, c'est à moi de constater si je crois avoir apporté une réponse aux souffrances des Français à la préparation de l'avenir ou pas. Ben, il a dit Donc, que si le chômage ne baissait pas, il ne se présenterait pas. vous l'avez entendu comme moi. Il ne se représenterait pas. Vous l'avez entendu comme moi. Bien. Alors, un mot quand même sur le travail de dimanche. Par ordonnance? Non. 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 Ah non, comment non? Alors, regardez. Non. Ah mais le gouvernement peut-être y pense. Non, dites-moi. mais le gouvernement, Claude je Barthelone. pense qu'il a une certaine sagesse. Oui. Autant vous pouvez, sur des débats techniques, Oui. qui permettent de gagner du temps sur des questions de normes. D'ailleurs, nous l'avons fait depuis que nous sommes au pouvoir, vous voyez, pour simplifier le lien entre les citoyens et l'administration. On a permis au gouvernement de procéder par ordonnance pour simplifier la vie des entreprises aussi, pour simplifier l'accès, pour réglementer l'accès aux établissements publics. Je crois aussi nous avons agi par ordonnance. Mais lorsqu'il s'agit d'un débat politique, ça ne peut être que la loi. On ne peut pas, sur une question comme celle du travail du dimanche, avoir une réglementation de chef de bureau, comme aurait dit le regretté Guy Carcassonne. Donc, quand il s'agit d'un vrai débat, il faut que ce soit la loi. Lorsqu'il s'agit de simplification technique, par certains côtés, ou de simplification administrative... Donc vous êtes opposé à toutes, oui. Non, pas toutes. Écoutez ce que je dis. Non, mais sur les sujets majeurs. Quand il y a un véritable échange politique... Même si ça permet d'aller plus vite. Oui, mais dans le même temps, moi je crois que sur un certain nombre de sujets, on a besoin d'aller plus vite. Tous les députés, notamment ceux du bureau de l'Assemblée, vous diront que c'est une préoccupation sur laquelle je reviens tout le temps. Nous sommes trop longs dans les discussions. Oui. Nous avons encore un rythme de travail qui correspond du temps de l'écrit, alors que nous sommes maintenant dans le monde de la communication moderne. Bon. Mais il ne faut pas confondre là aussi vitesse et précipitation. Les ordonnances ne peuvent pas être un outil de confort par le gouvernement. Je comprends très bien la volonté du gouvernement, du président de la République et de la majorité lorsqu'on dit voilà, il faut que ce soit un texte qui permette de renforcer la croissance. Si on veut renforcer la croissance, autant aller le plus vite possible. Mais lorsqu'il s'agit d'un débat qui porte sur la loi, il vaut mieux respecter le Parlement. Dernière question, Claude Barthelone. Au mois de juin, vous notiez le couple Hollande-Valls, 7 sur 10. La note a baissé? Non, je leur maintiens la même note et je suis sûr qu'ils peuvent mieux faire.
Bon. Merci, 7 sur 10. Bon, 8h56. Merci, Claude Barthelone. Merci.